Bonjour Alexandre Adler. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce 7e numéro de Mondovision, l'émission géopolitique de Radio J. Tous les dimanches, nous revisitons avec vous les événements qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Une émission largement consacrée aujourd'hui à l'élimination par les États-Unis de Qassem Soleimani, le chef des forces d'élite Al-Quds des Gardiens de la Révolution. Un événement considérable à l'échelle du Moyen-Orient. Quelles pourraient en être les conséquences? Israël doit-il se préparer à un embrasement de sa frontière? Quelques-unes des questions sur lesquelles vous tenterez de nous éclairer, Alexandre. Nous reviendrons également ensemble sur l'accord gazier signé jeudi par Israël, la Grèce et Chypre. J'indique à nos auditeurs que cette émission a été enregistrée vendredi midi, soit quelques heures après l'annonce de l'opération contre Qassem Soleimani. Ce général iranien a donc été tué dans un raid américain à l'aéroport de Bagdad en Irak, jeudi nuit à 2h du matin. 3 roquettes se sont abattues contre 2 voitures. À l'intérieur, Qassem Soleimani, mais aussi Abu Mehdi al-Muhandis, le numéro 2 du Hajj al-Sha'abi, la coalition de milices irakiennes pro-iranienne. Alors Alexandre, quelle est votre première réaction à l'élimination de celui que l'on considérait comme l'architecte de la stratégie militaire iranienne au Moyen-Orient? Bon, mais d'abord, comme je ferai des bonnes résolutions, notamment après Hanouka, et j'en profite pour souhaiter une très bonne, très heureuse et très bonne année, et puis avec un peu de retard, que j'espère que tous nos auditeurs ont passé de très bonnes fêtes de Hanouka, fête de la lumière, j'ai pris des bonnes résolutions, et notamment de ne pas se réjouir bêtement de la mort d'un ennemi, parce que simplement c'est un peu indigne. J'entends bien que Baghdadi, par exemple, qui a été tué lui aussi, était un sadique et un personnage immonde dont la mort m'a finalement, là je ne veux pas le cacher, rempli d'une certaine satisfaction, exactement comme j'ai été très content qu'on ait pendu Eichmann. Mais en ce qui concerne Soleimani, il ne mérite pas tout à fait ce traitement. C'était un homme courageux, un homme de principe, qu'un homme qui avait accepté de mourir, en tout cas de sacrifier sa vie à des convictions qui ne sont évidemment pas les miennes, mais qui n'étaient pas pires que d'autres, après tout, dans ce Moyen-Orient si compliqué, et qui, d'une certaine manière, s'est battu jusqu'au bout avec beaucoup de courage. Alors, il ne faut donc pas cracher sur un ennemi mort. C'est un geste indigne que, justement, la Torah nous interdit. Alors bon, je ne le ferai pas. Maintenant, en ce qui concerne la mort de Soleimani sur le plan politique, c'est une opportunité extraordinaire, car véritablement, c'était un homme d'une certaine envergure, qui avait des plans stratégiques, qui avait des idées très arrêtées, et qui était le véritable soutien, et même le seul soutien important de cette espèce d'empire chiite qui s'étend de l'Iran à l'Irak, de l'Irak à la Syrie, et inclut aussi le malheureux Liban dans ses flancs, ainsi que le chantage qui s'exerce sur le Hamas palestinien. Donc, nous avons véritablement là le chef véritable, et c'était pour lui évidemment un très grand risque que de s'exposer comme il le faisait, d'un complexe de violence très important. Après lui, Khamenei en Iran, et puis les ectoplasmes qui essaient encore aujourd'hui en Irak de répandre par le sang et par l'intimidation un pouvoir qu'ils ont déjà perdu. Tous ces gens-là sont amenés à disparaître avec lui. Donc on ne peut pas, ici sur ce plan-là, ne pas se réjouir, et se réjouir de façon politique, non pas de la mort d'un homme. On aurait pu éviter qu'il meure si c'était possible, mais par contre de la fin d'un système. Quel est le message que Donald Trump a cherché à envoyer aux responsables iraniens à travers cette frappe, Alexandre? Est-ce une déclaration de guerre ou une manière de solder les comptes avec Téhéran? Aucune, parce que je pense que Trump n'est pour rien dans cette décision, qu'elle a été prise d'abord à un niveau militaire par les dirigeants américains, des forces spéciales et du renseignement, mais je pense aussi que derrière les Américains, les véritables auteurs de la mort de Soleimani sont plutôt à chercher en Israël et C'est-à-dire, également en Alexandre? Iran, bien sûr. Pardon. C'est-à-dire? Eh bien, tout simplement que le problème, évidemment, il n'y a aucun doute que ce soit des avions américains qui aient exécuté la frappe, et la frappe a été décisive, bien sûr. Cette décision a été elle-même nourrie par du renseignement. Et là, le renseignement ne vient pas des États-Unis. Pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce que déjà, l'Azerbaïdjan iranien, je ne parle pas de l'Azerbaïdjan indépendant, mais enfin les deux sont maintenant en symbiose totale, sont engagés et dressés contre le pouvoir iranien actuel, celui de l'ayatollah Khamenei et de ses séides, mais dont Qasem Soleimani était le véritable architecte. Et donc, ce sont eux qui ont voulu se débarrasser de l'homme. De même que tous les Iraniens en avaient assez de la dictature absurde de ces gardiens de la révolution qui sont en train d'utiliser toute la richesse. Il en a peu beaucoup, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui disponible en Iran pour satisfaire leurs appétits de violence et de vengeance, et ceci de la manière la plus stérile qui soit. Donc, évidemment, il y a eu du renseignement qui est venu d'Iran et des renseignements qui est venu d'Azerbaïdjan iranien, à mon avis, et on sait très bien que les Israéliens sont totalement présents là-bas. Ils sont totalement conseillés, ils aident jour après jour les Azéris, qu'ils soient iraniens ou qu'ils soient azerbaïdjanais indépendants, et eux-mêmes maintenant liés de nouveau aux Russes, ils les aident évidemment à se battre. Et dans ces conditions, ils ont eu les renseignements qui étaient nécessaires. Et à partir de là, il était facile d'agir. Mais bien entendu, les renseignements ont été ensuite transmis aux états-majors américains. Et bien entendu, bien sûr que Trump a approuvé. Mais ce n'est pas Trump qui est décideur dans cette affaire. Ce sont les militaires américains et les hommes du renseignement américain. Ce sont eux qui sont les véritables organisateurs de la liquidation de Soleimani. Et pourquoi, selon vous, Alexandre, Donald Trump a-t-il accepté maintenant, début janvier 2020, de frapper Qasem Soleimani ? Essentiellement, comme il le dit, il ne faut pas aller chercher des choses compliquées, parce que les attaques menées par les gardiens de la Révolution, plus d'ailleurs à partir des territoires syriens et irakiens qu'à partir du territoire iranien lui-même, qui est totalement inaccessible aujourd'hui aux menées de Soleimani, ont nécessité une vraie punition, une vraie représaille. Et comme il se trouve que Soleimani était il était suivi jour après jour par tous les moyens de renseignement électroniques et autres, il n'était pas si difficile que ça de repérer où il se trouvait. Et à partir de là, qu'il avait franchi une ligne rouge, la représaille est venue. Mais tout cela a été rendu possible par un travail de renseignement permanent qui est fait par les Israéliens. Rappelons qu'ils ont, par exemple, réussi à expatrier des dossiers entiers sur la prolifération nucléaire auquel l'Iran s'était rendu coupable par voie aérienne, et cela de manière absolument permanente. Donc, il est évident que sur le plan du renseignement, la bataille a été gagnée, et elle a d'abord été gagnée par le Mossad, bien sûr. Alexandre, vous voulez dire que les frappes, il y a une dizaine de jours contre une base à Kirkouk, qui a coûté la vie à un contractuel civil américain, puis la prise d'assaut mardi de l'ambassade américaine à Bagdad, ont constitué une ligne rouge à ne pas franchir du point de vue américain ? Mais évidemment, on sait très bien que c'est les habitudes des islamistes. Ils ont fait ça en Libye, notamment contre l'ambassade américaine à Benghazi à une époque. Maintenant qu'on a vu leur modus operandi, on ne les laissera pas faire. Et là, tout était connu, on savait très bien ce qu'ils voulaient, et on a donc décidé de les frapper. Alors, inversement, d'ailleurs, les Israéliens ont également été conduits par les Russes à faire des concessions importantes, notamment en matière de drones, à l'Iran, à un moment donné, contre respect d'une parole qui a été d'ailleurs violée, mais que, au fond, ce petit jeu de renseignement, de pénétration, et puis de temps en temps de représailles, fait partie maintenant de la phase actuelle du conflit. Et bien sûr aussi, dans cette affaire, ils ne sont pas les plus forts, ils sont plus forts en torture, ils sont plus forts en horreur, nos amis islamistes, mais ils ne sont pas les plus forts en matière de renseignement. Alors, il est probable que la République islamique cherchera à riposter à ce raid américain. Estimez-vous, Alexandre... Voyons voir, on va voir les fiers à bras là, de quoi ils sont capables. Bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que des hommes et des femmes meurent à cause de ces hommes. Mais enfin, ce n'est pas certain.
Jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'ils aient fait des exploits extraordinaires, hein, pas du tout. Et je pense qu'ils ont eu des effets de surprise à des époques données, mais ils ne l'ont plus maintenant. Et ils n'ont plus non plus la même distribution des forces. Les Russes, par exemple, sont en permanence présents en Iran pour aider l'État iranien, mais dans l'État iranien, les éléments modérés contre les extrémistes. Et ils n'avaient aucune envie de voir Qasem Soleimani continuer à les défier, du tout. Donc les Russes ont aidé. Et puis les Russes ont aidé également les Israéliens, puisque les contacts entre Bibi Netanyahou et Vladimir Poutine sont quotidiens, on le sait. Est-ce qu'Israël pourrait être confronté à un grave réchauffement de sa frontière nord suite à ce raid? Grave, non, parce que tout a été fait, notamment les opérations dites dôme de fer, pour ne pas se retrouver dans la situation qu'on a connue il y a quelques années. Mais bien entendu, il ne faut pas faire les malins. Un mauvais coup est toujours possible, et bien sûr, notamment dans cette frontière d'une grande porosité dans tous les sens. Nous sommes capables d'intervenir sur tout le territoire libanais et sur le territoire syrien, c'est vrai, mais eux aussi. Et c'est une situation qui, évidemment, est évolutive. Dans l'ensemble, elle n'est pas favorable aux terroristes, elle n'est pas favorable aux assassins, mais on ne peut pas exclure que, de temps en temps, ils réussissent quelque chose, et nous en saurons bien entendu un peu plus lorsque cette émission sera diffusée, puisque nous l'enregistrerons aujourd'hui, vendredi, et que, bien sûr, elle ne sera diffusée que dimanche, et nous aurons certainement à voir comment tout cela s'articule, mais je ne le crois pas pour ma part. Pas plus que je n'ai vu aujourd'hui les Japonais criminels de la Kempeitai, comme je les appelle, à la police politique japonaise, capables d'empêcher Carlos Ghosn de rejoindre le pays qui lui a donné naissance et qui continue à le défendre de bec et ongles, et notamment les chrétiens libanais. Alexandre, est-ce que ces frappes américaines signent la fin définitive de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015? Parce qu'on ne voit pas très bien comment les protagonistes du JCPOA pourraient aujourd'hui se retrouver, même à court ou moyen terme, autour d'une table de négociation. Non, il n'y aura pas de négociation avec l'équipe iranienne actuelle, mais on sait très bien que le président Rouhani, qui n'ont pas réussi à destituer jusqu'à présent, était favorable à un véritable compromis. Et bien entendu, on sait aussi qu'il existe en Iran énormément de bonne volonté et une majorité de la population qui est non seulement très contente de ce qui est arrivé à Soleimani, mais qui souhaite qu'on les débarrasse totalement des gardiens de la révolution. Et cette majorité est encore plus large en Irak, mais elle est aussi en Syrie, bien sûr. Donc nous avons une espèce de retour à la case départ, les majorité sunnite en Syrie, appuyée par les Russes, majorité chiite en Irak, mais appuyée par un homme extraordinaire, l'ayatollah Sistani, qui est lui-même un Iranien, et qui, ayant gagné dans sa jeunesse la ville de Najaf, est véritable autorité spirituelle du chiisme irakien et iranien. On le sait parce qu'il y a de véritables plébiscites financiers, et le peuple iranien est aussi attaché à Sistani que le peuple irakien chiite. Donc tout cela, aujourd'hui, il est très bon augure. Mais bien entendu, avant que tout ceci ne se matérialise, il y aura quelques jours, quelques moments de latence, et il y a bien entendu encore quelques petits groupes de gardiens de la Révolution qui n'ont plus rien à perdre et qui sont prêts à donner leur vie pour ce qu'ils croient être leurs convictions. Mais enfin, ils sont quand même très démoralisés et ils ont le sentiment surtout d'être très encadrés. Et surtout, je le répète, le peuple de l'Azerbaïdjan est maintenant unanimement contre ce régime iranien. Ces frappes, Alexandre, ont suscité de très nombreuses réactions, notamment aux États-Unis. Plusieurs élus démocrates ont condamné l'opération du Pentagone. L'ancien vice-président et candidat démocrate à l'élection de 2020, Joe Biden, a déploré, je cite, une dangereuse escalade. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a reproché pour sa part à Donald Trump de ne pas avoir sollicité l'avis du Congrès. Alexandre, est-ce que l'escalade au Moyen-Orient peut devenir à nouveau un des thèmes centraux de la prochaine campagne présidentielle américaine de 2020? Non, je pense que les démocrates que vous avez cités
sont des gens qui vont faire des scores encore plus bas que ceux qui ont été faits contre Richard Nixon il y a maintenant plus de 40 ans. C'est la fin de ce parti démocrate. On ne veut plus entendre parler de ces gens-là. Et bien entendu, la réprobation que les Américains peuvent avoir, qui d'ailleurs n'inclut pas leur amour pour Trump, dont les opinions, notamment sur le réchauffement climatique, apparaissent comme particulièrement ridicules aujourd'hui. Mais ça ne fait rien. Ces démocrates-là sont totalement discrédités. Ils sont amenés, même les modérés, même les gens plus décents que d'autres, comme Elizabeth Warren, qui est quelqu'un de profondément respectable par son honnêteté, mais qui n'a absolument aucune chance, tous ces gens-là seront balayés. Nancy Pelosi fait un gros travail de sape contre Donald Trump. Ce n'est pas inutile parce que ça contribue à la démoralisation de Trump et ça le convainc. Ce que pense bien entendu sa fille préférée Ivanka et son mari Jared Kushner, le Kushner intelligent comme l'a appelé Régis Debray, ce qui me donne la possibilité de ne pas le faire moi-même. En tout cas, ce couple-là est en train de piloter tout simplement une amnistie pour Trump et son départ. Mais tout cela se fera en son temps et d'une manière régulière. Nous sommes en train de quitter ce qu'on appelait le temps des troubles en Russie et que les États-Unis ont traversé, comme nous-mêmes d'ailleurs, dans une période extraordinaire de l'histoire mondiale. Mais bon, nous en sortons aussi de cela. Et bien entendu, tous ces agités du bocal, tous ces démocrates à un pot de lapin, les Joe Biden et compagnie, qui est eux-mêmes un faussaire et un plagiaire, ils disparaîtront bien sûr. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, laissons faire. Vous estimez que la cote de popularité de Donald Trump pourrait profiter de l'opération contre Soleimani ? Très brièvement, oui, on lui est reconnaissant d'avoir permis ça, mais il n'a pas permis lui-même. D'ailleurs, les militaires américains communiqueront pour dire que c'est bien eux et eux seuls qui ont pris la décision. Quant à Donald Trump, il va essayer de faire un profil bas parce qu'il a déjà été convaincu par son gendre et par sa fille que finalement il doit essayer de tenter sa chance. Et comme il est courageux, il le fera. Mais cette chance elle-même est très, très restreinte. Et donc, à un moment donné, devant les sondages, il passera la main et il acceptera que des amis intéressés, et dont on ne connaîtra jamais le nom, mais qui sont le véritable establishment américain, lui le lave de toutes ses dettes stupides qu'il a accumulées et qui lui permettront d'un nouveau départ pour les entreprises Trump. Trump Corporate va être sauvé. Trump, la présidence, c'est une autre affaire. Mais finalement, vous pensez qu'il ne se représentera pas ? Avoir fait de grandes guerres. Vous pensez qu'il pourrait ne pas se représenter en 2020 ? Je pense qu'il sera contraint par des sondages de plus en plus éloquents de renoncer en effet. Et cette rénonciation est payante, c'est-à-dire qu'on va l'aider aussi à éponger toutes les dettes qu'il a créées en transformant sa dette de dollars en euros, en pensant que l'euro allait s'effondrer alors que l'euro ne cesse de monter. Et donc sa dette avec elle. Voilà, c'est la fin de toutes ces bêtises. Et je pense que Trump n'est pas avoué à un grand avenir. Mais en même temps, il ne fait pas de mal en ce moment. Il a essayé d'éviter tous les affrontements militaires graves. Il le continuera. Il a fait une opération tout à fait chirurgicale sur les conseils des Israéliens et des Américains. Et il est donc tout à fait aujourd'hui en train de rattraper toutes les bêtises qu'il a accumulées au début de sa présidence. Je n'ai rien à dire contre Trump aujourd'hui, sinon que bien entendu, je ne souhaite pas, pour toutes les raisons du monde, y compris pour son propre bien-être, qu'il continue une nouvelle présidence. Mais cela, à chaque chose en son temps. Pour l'instant, il ne faut pas l'humilier particulièrement. Il faut surtout en terminer avec les derniers feux des gardiens de la Révolution et laisser ainsi la place libre à une vraie révolution démocratique en Iran, dans laquelle, aux surprises, le fils du Shah, qui n'avait aucune chance jusqu'à présent, pourrait, si les élections étaient vraiment libres, réussir de la manière la plus surprenante. Et ce ne serait pas un retour du Shah, ce serait au contraire une espèce de sortie de cette période par le haut, par la démocratie.
que l'Iran mérite largement, car c'est aujourd'hui une des nations les plus démocratiques et les plus libérales, ne serait-ce que parce qu'elle a combattu l'islamisme comme elle le fait, de toute la région du Moyen-Orient, plus que la Turquie par exemple. Alexandre, on passe à notre second sujet du jour, la signature jeudi soir par Israël, la Grèce et Chypre d'un accord sur le gazoduc EastMed. Ce projet doit permettre d'acheminer entre 9 et 11 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis les réserves offshore au large de Chypre et d'Israël vers la Grèce, l'Italie, puis ensuite vers d'autres pays du sud-est de l'Europe grâce au gazoduc Poséidon et IGB. Alexandre, estimez-vous, comme Benyamin Netanyahou, que le projet EastMed révolutionne l'image stratégique d'Israël? Mais évidemment, tout d'un coup, Israël assure par la sécurité qu'elle permet à Chypre de disposer de ressources suffisantes, et Chypre, c'est un protectorat russe. C'est aussi l'occasion à ce moment-là de remettre la Grèce, qui fut longtemps un des États les plus antisémites et les plus antisionistes de la Terre, dans le consensus européen, et de lui permettre enfin de jouer le rôle que son histoire de berceau de la démocratie devrait lui permettre de jouer. C'est la fin aussi de toute la période populiste de l'histoire grecque, donc c'est tout à fait historique, et c'est aussi le début d'une alliance entre la Grèce, Chypre, par Chypre d'ailleurs, de la Russie et d'Israël, qui est tout simplement le retour à la période bénie de 1947-49, où, comme vous le savez, les Russes, Chypre et tant d'autres sont venus au secours d'abord des martyrs de l'Exodus, puis ensuite de tous les Israéliens qui combattaient pour leur indépendance. Et le retour à cette période heureuse est aussi un signe très important de ces temps pré-messianiques que nous vivons. C'est absolument clair que nous avons une nouvelle donne, mais qui n'avait rien à voir avec celle que nous avons connue. Et j'oublie peut-être dans la distribution l'Égypte, qui a tant besoin de notre aide elle aussi, pour des raisons de sécurité et pour permettre de bâtir dans le Sinaï ce pont véritable entre l'Arabie saoudite et Israël, qui aura comme première existence le détroit de Tiran et cette île dans laquelle les Israéliens sont prêts à développer toutes leurs technologies nouvelles au profit du monde arabe. C'est la fin de ce 7e numéro de Mondovision, l'émission géopolitique de Radio J. Merci beaucoup Alexandre Adler de nous avoir délivré quelques clés de lecture du monde. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain Alexandre. À dimanche prochain et vraiment une bonne année à tous nos auditeurs. Bonne année Alexandre. Bonne